Donc on a vu la conception de la blessure in utero jusqu'à 1 an. Maintenant on va voir comment cette blessure se fabrique tout au long de l'enfance par le parent du même sexe. Alors je vais vous prendre un exemple tout bête. Un petit garçon qui marche, qui a 2 ans et demi, 3 ans, qui marche dans la rue avec son papa, qui trébuche et qui se fait très mal. Et le papa, en réaction à cette chute, l'enfant pleure. L'enfant a besoin de réconfort, a besoin d'écoute, a besoin d'être réconforté. Et le parent, le papa arrive, le prend par le bras, le relève un bon coup en disant « Lève-toi, t'es pas une fille. Un garçon, ça ne pleure pas. Continue d'avancer, c'est rien, c'est pas un petit bobo qui va te mettre dans des états pareils. » Et hop, le parent passe à autre chose. Donc l'enfant a été coupé dans l'ouverture émotionnelle, n'a pas eu de sécurité affective, n'a pas eu d'écoute émotionnelle, n'a pas eu de réconfort, n'a pas pu comprendre ce qu'il vivait, pourquoi il pleurait. C'est juste normal de pleurer quand on a mal et l'inverse est non normal. Donc il n'y a pas eu d'écoute, etc. Donc ça peut être créé vraiment par des choses comme celle-ci. Alors je ne dirais pas petites choses parce que c'est pas à minimiser. Quand un enfant se construit, il a besoin de ses parents. Les parents sont censés être les piliers. Et par des petites actions comme ça, l'enfant va apprendre en grandissant. Il va y avoir un mécanisme qui se fait inconsciemment de quand je m'ouvre, on ne m'accepte pas tel que je suis, dans mon intégralité, dans ma vulnérabilité, dans le fait que j'ai besoin d'autrui pour me rassurer. Donc j'arrête de m'ouvrir émotionnellement, j'arrête d'expliquer à mes parents quand ça ne va pas, puisque je les dérange. Voilà comment le point de départ est ancré dans la matière. Donc il ne faut pas forcément vivre des choses incommensurables pour avoir une grosse blessure de rejet. Des fois, les gens les qualifient comme de petites choses, même si j'estime que c'est loin d'être des petites choses, mais les personnes que des fois j'accompagne minimisent les choses qu'ils ont vécues alors que ça vient tout simplement de là. Donc ça va tout simplement conditionner l'enfant à une perception erronée, à se dire que je ne dois pas m'ouvrir émotionnellement, puisqu'il a eu pour habitude en étant enfant et en grandissant que quand il s'ouvre émotionnellement, on lui coupe l'herbe sous le pied et qu'il y ait une non-légitimité à être qui il est en tant que tel et qu'on ne l'accepte pas tel qu'il est. Puisque tel qu'il est, ça déplaît au papa qui dit que normalement les hommes ne doivent pas pleurer, etc. etc. Donc tel qu'il est dans son émotionnel à pleurer vulnérable, ce n'est pas validé par le parent. Donc il va commencer à se construire une carapace qui va le protéger un certain temps et l'empêcher d'être vulnérable. Donc ça va être des adultes qui vont être énormément perfectionnistes parce qu'on leur a appris à briller au travers de ce qu'ils font et non pas de ce qu'ils sont. Puisque dès la plus tendre enfance, on a appris à les empêcher de se construire tels qu'ils étaient, puisqu'ils n'étaient pas validés tels qu'ils étaient. C'est le mécanisme qu'ils ont enregistré. Donc, ils vont briller et vouloir être validés par autrui, pas forcément que par le parent, hein. Après c'est un mécanisme qu'ils mettent en place avec plusieurs personnes. Ils vont vouloir être validés par les yeux d'autrui en faisant des choses bien, du coup en se coupant de leur authenticité et de leur âme et de qui ils sont. Et c'est ça la plus grosse particularité de la blessure de rejet, c'est que les gens qui ont une grosse prédominance de rejet foncièrement ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils veulent, puisqu'ils ont grandi, brillé au travers de ce qu'ils faisaient pour les autres, etc. Et qu'ils ont une capacité constante d'adaptabilité énorme. Ils s'adaptent à tous les milieux, à toutes les personnes. C'est comme s'ils avaient plein de costumes, comme le sac de Mary Poppins, où ils sortaient un costume à chaque fois qu'ils étaient face à quelqu'un de nouveau. Ils sont en constante adaptabilité et c'est un dysfonctionnement puisqu'ils vont finir tout simplement par s'y perdre, par perdre leur personnalité. Elle ne se construira jamais. Donc dans aucun cas, ça va être des gens qui vont se montrer vulnérables puisque la perte de contrôle chez eux est impensable.
ils ne savent pas lâcher prise, ils ont ce besoin permanent de contrôle. Ils sont toujours en mode survie, même s'ils ne s'en rendent pas compte. C'est des gens qui sont très perfectionnistes, des gens qui sont très productifs. C'est des gens qu'il faut absolument embaucher dans votre entreprise si vous voulez avoir des gens qui adorent faire des heures supplémentaires. Ils seront toujours dévoués puisque c'est au travers de ça, encore une fois, qu'ils vont se sentir légitimes d'exister, d'être, de vivre. C'est parce que on va au travers, par exemple, du biais du professionnel, leur dire qu'ils sont courageux, qu'ils sont toujours disponibles, etc. Ça va être des personnes comme ça qui vont être constamment dans le faire pour pouvoir avoir une validation. Et en deuxième chose, qui vont être toujours dans le faire pour éviter d'aller dans leur profondeur. Ils sont souvent très, comment dirais-je, toujours débordés. Toujours débordés, ils ont toujours une multitude de choses à faire parce qu'ils ne veulent pas justement, l'introspection leur fait peur. Mais à la fois, c'est des gens très solitaires, très casaniers, qui disent et qui prônent d'ailleurs leur solitude, qui vivent très bien comme ça. C'est des gens qui vont avoir très très peu d'amis, voire pas du tout, qui peuvent avoir une multitude de connaissances, mais jamais rien de profond. Ou une amie, ou un ami vraiment, où voilà, où il y a une amitié de plusieurs années peut-être, mais ils vont avoir vraiment énormément de difficultés à s'ouvrir émotionnellement, parce que ça reflète leur mécanisme d'enfance, d'autodéfense, de se dire que si on s'ouvre, on est vulnérable, et si on est vulnérable, on ne va pas plaire tel qu'on est. Du coup, on préfère pas s'ouvrir. Et de toute façon, le nombre d'années de construction avec cette blessure fera qu'arrivé un moment, ils n'arriveront même plus à s'ouvrir, puisqu'ils se seront coupés de tout leur ressenti, de tout leur émotionnel. Il y a des personnes qui ont une grosse blessure de rejet qui n'arrivent pas à pleurer, qui n'arrivent pas à savoir ce qu'ils veulent dans leur vie, qui ne savent pas qui ils sont. C'est vraiment quelque chose de très problématique, puisque voilà, ils se coupent de tout par peur de souffrir, tout simplement. On continue encore avec quelques caractéristiques. Donc, en tant que grand perfectionniste, la personne qui a une blessure de prédominance de rejet va être éternellement insatisfait. Alors, en tant qu'enfant, ça peut se traduire par un enfant qui a un 18 sur 20 et qui n'est pas content parce qu'il voulait un 20 sur 20, tout simplement. Une quête incessante de perfectionniste et une dévalorisation constante de qui l'on est, de ce qu'on fait. J'ai rarement vu quelqu'un avec une blessure de rejet être fier de lui. Ou alors c'est parce que la personne est dans sa zone de confort et dans quelque chose qu'il sait faire, dans un domaine professionnel qu'il maîtrise sur le bout des doigts. De toute façon, il aura forcément de la difficulté, la personne souffrant de blessure de rejet, d'aller vers la nouveauté. Ça va être une grande difficulté puisque le futur lui fait peur. La projection lui fait peur, il est toujours en anticipation extrême. Quand il anticipe le futur, c'est toujours dans des scénarios catastrophes forcément. C'est jamais d'un point de vue positif puisque c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, dans lequel il n'est pas à l'aise, et que pour éviter de ressentir quelque chose où il ne préfère ne pas y aller que d'y aller, expérimenter, en faire sa propre expérience et en tirer les conclusions. Il va préférer ne pas y aller du tout parce que la personne qui souffre de rejet a peur du rejet. Donc si par exemple il va devoir aller par exemple faire un entretien d'embauche avec un employeur et qu'il ne se sent pas à la hauteur du poste parce qu'il pense qu'il n'a pas les compétences, il préférera s'auto-convaincre que ce n'était pas fait pour lui, ou se trouver des excuses de toutes sortes pour ne pas y aller, pour ne pas vivre le rejet, puisqu'il a vécu selon sa perception, encore une fois, puisque les blessures ne sont qu'une question de perception,